Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour encore mes frères. Bonjour encore une fois mes sœurs ivoiriennes et mes frères ivoiriens. Je suis encore votre frère Bakounadi Michel Koulibaly. Et aujourd'hui, je tiens à faire cette vidéo, ce direct-là, pour échanger un peu avec mes frères du RHDP, mes frères du RDR. Donc, j'ai commencé la vidéo, mais je voudrais que vous la partagiez au maximum, vous qui êtes là. Moi, déjà, je vais aussi la partager. J'espère qu'ils vont me permettre de la partager. Bon, la connexion est lente. Ok. Donc, partagez au maximum cette vidéo. Vous qui êtes là. Ouais, bonjour. Bonjour, camarade Gina 7, depuis les États-Unis. Et salut à toi là-bas. Et j'espère que ça va bien là-bas, aux États-Unis. Gina, ça va bien. Et fais-moi savoir si le son est bon. Si le son est bon. Voilà. Donc, nous venons de commencer à peine la vidéo, mais je voulais m'assurer que le son est bon. Donc, si vous m'entendez bien, Gina et toutes les autres personnes, Guy Djekouri, Gina, ok, Gina dit oui, ok. Donc, si le son est bon, merci. Donc, on peut continuer. Voilà. Donc, partagez cette vidéo au maximum, invitez le maximum de gens. Oui, bonjour Guy Djekouri, bonjour. J'espère que ça va bien chez toi là-bas, dans le pays qui t'a accueilli. Voilà. Donc, voilà, comme je disais, aujourd'hui, je suis votre camarade et frère Bakounadi Michel Koulibaly. Et comme je le fais souvent, je viens pour sensibiliser, pour interpeller, pour ouvrir les yeux à ceux qui avaient les yeux fermés ou qui vraiment, ou sur lesquels il y avait encore du beurre. Donc aujourd'hui, je voulais faire je voulais rendre de ce direct-là un direct vraiment spécial. Un direct vraiment spécial. Et j'ai expressément choisi cette date du 11 avril pour faire ce direct-là. Pourquoi avoir choisi cette date du 11 avril? Parce que j'ai choisi cette date parce que c'est à cette date-là, précisément le 11 avril 2011, que la France a arrêté le président Laurent Gbagbo et l'a remis aux mains des rebelles de Dramane Ouattara, qui sont aujourd'hui au pouvoir. Et chaque 11 avril, depuis qu'ils sont au pouvoir, ils le célèbrent comme étant, pour eux, le jour où la démocratie est revenue en Côte d'Ivoire. Mais moi, aujourd'hui, je vais échanger avec eux. Quand je dis échanger avec eux, je sais qu'ils auront du mal à venir s'asseoir là pour échanger avec moi. Mais moi, je veux parler aux gens du RDR qui se font appeler RHDP pour masquer un peu leur mauvais caractère. Donc, je vais leur parler aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai intitulé mon direct là, que le RDR, alias RHDP, a assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire depuis 2022. Depuis 2002. Depuis 2002. Donc aujourd'hui, c'est pour eux spécialement que je suis là. Enfin, principalement que je suis là pour eux, pour leur faire comprendre que l'acte qu'ils ont posé là, en assassinant la démocratie en Côte d'Ivoire, a été la pire des erreurs qu'ils ont commises dans leur vie. Et je vais développer cela tout à l'heure. Et quand j'aurai fini de parler de cela, je vais faire une comparaison entre ce que Gbagbo, le président Laurent Gbagbo, a réalisé
et ce que Alassane Dramane Ouattara a réalisé, pour qu'ils comprennent que Dramane Ouattara n'a rien fait de spécial. Et quand j'aurai fini cela, je reviendrai sur la pétition que j'ai lancée sur le net et aussi en papier physique pour ceux qui ne savent pas utiliser le net, pour qu'ils comprennent pourquoi l'importance de cette pétition, et puis en même temps qu'ils sachent déjà les acquis de cette pétition. Donc mes frères du RHDP, mes camarades du PPACI, les amis du PDCI, je vous dis encore une fois bonjour. Vous qui êtes là, sur ce direct-là, je vous dis bonjour. Je vois Gina Arset des États-Unis, je vois Guy Djekouri de Nigeria, je vois Dodi Stéphane, et voilà. Et bon, moi je vois pas trop grand-chose parce que ça défile beaucoup. Donc vous qui êtes là, dont je n'ai pas cité les noms, je vous salue tous et je vous demande de publier, de partager au maximum ce direct-là, cette vidéo, afin que le plus grand nombre soit là et qu'ils entendent ce que je vais dire. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, oui, salut présidente. Salut présidente, bienvenue également sur ma vidéo. Donc, comme je disais, qu'il fallait que cette vidéo soit partagée au plus grand nombre, partagée avec le plus grand nombre, partagée au maximum. Et je disais qu'aujourd'hui, je suis venu principalement pour parler aux gens du RDR, pour qu'ils comprennent que leur rébellion là, ça a été la pire des erreurs qu'ils ont commises dans leur vie. Et après ça, je vais faire une comparaison avec documents à l'appui. J'ai des documents à l'appui pour prouver que ce que le président Laurent Gbagbo a réalisé, même avec le pays découpé en deux. Ok. Oh, on dit la vidéo est signalée. Donc, ok, la vidéo est signalée. Donc, mettez-y beaucoup de cœur. Mettez-y beaucoup de cœur. Allez, faites le maximum afin que les gens là, ils n'écoutent pas la vidéo. La vidéo est signalée. Donc, mettez-y beaucoup de cœur. Mettez-y beaucoup de cœur. Voilà, afin que elle ne soit pas coupée. Ah, mais c'est ça, hein. Les gens d'hier, ils n'aiment pas qu'on dise la vérité, ils n'aiment pas qu'on mette au grand jour tout ce qu'ils font dans le secret. Donc, voilà. Donc, je rentre dans le vif du sujet. Voilà. Depuis 1992, ils ont imposé, et quand je dis ils, je vais parler des organisations internationales, dites organisations de Bretton Woods. Depuis 1992, ces organisations-là, des impérialistes, ils ont imposé au président Laurent Gbagbo un homme qu'on appelle Alassane Dramane Ouattara, qu'ils ont qualifié de super champion en économie, qui était capable de redresser l'économie de la Côte d'Ivoire. Bon, il est venu, on a vu ce qu'il a pu faire. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était de privatiser les entreprises étatiques et de les faire racheter par lui-même et ses amis. Voilà, donc ils ont fait même base sur le pays, sur les entreprises de la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, de 92 jusqu'à Oufou est mort en 93, et là encore il a voulu lutter. Il a voulu lutter la magistrature suprême avec le président Henri Konan Bédié, paix à son âme. Sachant bien que notre constitution dit que le président Henri Konan Bédié, en ce moment président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui était le dauphin constitutionnel. C'est-à-dire que quand le président n'est pas là, c'est lui qui doit être le président. Malgré ça, Ouattara voulait lutter. Voilà, voulait la présidence. Il a manigancé avec certains cadres même du PDCI dans le temps. Mais qui, Dieu merci, certains s'y sont opposés farouchement et n'a pas pu faire ce coup d'État constitutionnel-là. Voici qu'en 2000, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Il veut être président de la Côte d'Ivoire, et alors que lui-même n'est pas ivoirien. Malgré sa nationalité douteuse là, il veut être président de la Côte d'Ivoire. Donc,
La Cour constitutionnelle a fait le Conseil constitutionnel a fait son travail. Il n'a pas pu être candidat. Guy a été candidat. Babou a été candidat. Le président Babou a été élu en 2000. Voici que, voici que en 2002, il revient avec une rébellion. Je fais un peu cette historique-là pour ceux qui sont nés avant-hier, là, qui ne savent pas certaines choses. Mais je passe brièvement là-dessus parce que je n'ai pas fait trop long cette vidéo-là. En 2002, Draman Ouattara, aidé par la France et les États-Unis et les impérialistes qui sont cachés derrière l'institution de Bretton Woods là, envoie une rébellion pour attaquer la Côte d'Ivoire, pour attaquer le régime du président Laurent Gbagbo, en qui ils ont vu un régime vraiment souverainiste, qui travaillait vraiment à la souveraineté, à la vraie souveraineté, à la vraie indépendance de la Côte d'Ivoire. Donc, ils l'ont attaqué et avec à la clé Alassane Ouattara, qui était pressenti être, déposé à la tête de l'État de Côte d'Ivoire. Bon, avec cette rébellion de 2002, le président Laurent Gbagbo était obligé de composer avec un gouvernement Zassa. En Côte d'Ivoire, quand on dit un gouvernement Zassa, c'est un gouvernement multicolore, si, voilà, un gouvernement multicolore, un gouvernement où le régime en place est obligé de traiter avec les rebelles, de traiter avec les adversaires et même les ennemis. Et avec tous ces gouvernements qui avaient pour premier ministre des gens autres que des gens autres que des gens du camp du président Laurent Gbagbo. Mais le président Gbagbo a travaillé avec eux. Et dans le gouvernement, il y avait plus de rebelles que d'hommes issus du parti du président Laurent Gbagbo. Malgré cela, le président Gbagbo a travaillé avec eux. Et dans cette atmosphère où le pays était coupé en deux, où le président Laurent Gbagbo dirigeait la partie gouvernementale qui était au sud, et les rebelles avaient pris la partie septentrionale, c'est-à-dire qui est au nord, le président Laurent Gbagbo arrivait quand même à payer tous les fonctionnaires, même les fonctionnaires qui avaient fui les zones occupées par les rebelles qui étaient venus ici à Abidjan, le président Gbagbo les payait quand même. Il payait ceux qui travaillaient ici, il payait ceux qui étaient venus se réfugier, il payait même les rebelles eux-mêmes chaque mois. Le président Laurent Gbagbo leur faisait parvenir de l'argent puisqu'ils ont dit que c'est parce qu'ils veulent s'insérer dans la société que et ils ont pris les armes. Le président Laurent Gbagbo leur versait régulièrement, donc par mois, de l'argent juste pour les encourager à déposer les armes et à intégrer la société. Dans ce pays déjà coupé en deux là, le président Gbagbo même parfois donnait de l'argent même à des pays qui ont aidé les rebelles à attaquer la Côte d'Ivoire pour que ces pays-là puissent payer les salaires de leurs fonctionnaires. Le président Laurent Gbagbo a fait tout cela malgré la rébellion qu'on lui a imposée. Et voici qu'en 2010, où on a voulu, à travers un processus démocratique, sortir de ce cycle de rébellion, de ce cycle d'insécurité-là, bien que les rebelles n'ayant pas encore déposé les armes, le président Laurent Gbagbo a quand même accepté d'aller aux élections. Parce que les accords disaient que on ira aux élections que si les rebelles déposent les armes. Mais les rebelles n'ont pas déposé les armes. Et une campagne médiatique avait commencé à faire croire que c'est le président Laurent Gbagbo qui voulait s'éterniser au pouvoir. C'est pour ça qu'il ne voulait pas aller aux élections. Bon, pour montrer sa bonne foi, il a organisé les élections. Dans ces élections-là encore, là, la France et les États-Unis ont aidé Draman Ouattara à tricher, à frauder, comme à leur habitude. Oui, je le dis, parce que déjà au premier tour, le président Laurent Gbagbo avait déjà gagné. Tout comme Diomaye Faye a gagné. Bassirou Diomaye Faye a gagné au premier tour au Sénégal. Là. C'est comme ça que le président Laurent Gbagbo avait gagné aussi au premier tour ici en Côte d'Ivoire en 2010, avec plus de 51,83% des voix. Oui, je le dis et j'assume ce que je dis. C'est les marmailleurs des Français et d'Américains là qui ont tout trafiqué pour que on soit dans cette situation-là aujourd'hui. Et en plus, le président Laurent Gbagbo était en première position, le président Bédié en seconde position, et Alassane Ouattara, lui, je ne vais jamais l'appeler président, parce que mon seul président, c'est le président Laurent Gbagbo. Bédié, je le reconnais comme aussi ancien président. Mais celui-là,
c'est un putschiste. Je ne l'appellerai jamais président. Donc lui, il était en troisième position. C'est encore les marmailleurs là, d'occidentaux, qui ont tout fait pour le mettre en deuxième, à la place de Bédier, sous contrainte, bien sûr. Ils ont contraint Bédier à accepter cela et obligé de trafiquer les élections, les résultats, pour qu'il y ait un second tour, pour qu'ils puissent en arriver à là où nous sommes aujourd'hui. Et même encore là, Dramane Ouattara, n'étant pas ivoirien, avec sa nationalité douteuse là, il a fallu que, pour que nous ayons la paix ici en Côte d'Ivoire, que le président Laurent Gbagbo prenne un décret spécial pour faire de lui et du président Bédier des candidats. Pourquoi? Parce que le président Bédier, lui, il était déjà atteint par la limite d'âge qui était fixée. Il ne pouvait plus être candidat à cause de la limite d'âge. Mais Dramane Ouattara, lui, il ne pouvait pas être candidat parce qu'il n'est pas ivoirien. Parce qu'il n'est pas ivoirien. Donc, pour éviter tous ces cycles de violence, de troubles-là, il a fallu que le président Laurent Gbagbo prenne un décret spécial pour faire de ces deux-là des candidats. Nous sommes allés aux élections. Le président Laurent Gbagbo a gagné, évidemment. La Cour constitutionnelle, disons, le Conseil constitutionnel l'a déclaré vainqueur. Et comme ce n'était pas le plan de l'Occident, le plan de la France et des États-Unis et de l'Union européenne, alors ils ont créé un second gouvernement, un second État au Golfe, l'État du Golfe. Voilà. Ils ont créé une chaîne de télévision là-bas, créé un gouvernement là-bas avec un président qui serait reconnu par la communauté internationale, pendant que la communauté nationale qui a voté reconnaît le président Laurent Gbagbo, la communauté internationale qui n'a pas voté dit que c'est Ouattara qui est président. Avec un certain Choi qui était censé représenter les Nations Unies, donc juste observer, c'est lui maintenant qui devient le certificateur des élections. C'est lui qui déclare que c'était personne qui a chose. Il est devenu maintenant le Conseil constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, tous ces marmailles. Okay, donc, après toute cette confusion-là, toute cette confusion deux États, l'État de la Côte d'Ivoire et l'État du Golfe, et puis deux gouvernements, nous sommes maintenant allés aux affrontements. Nous n'avons pas voulu, mais c'est la France, les États-Unis, l'Union européenne, disons l'OTAN, qui a décidé de faire un affrontement. Parce qu'ils voulaient à tout prix imposer Alassane Dramane Ouattara pour accomplir le plan qu'ils avaient déjà tracé. Donc, cette crise-là a finalement abouti à l'arrestation du président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011. Donc, depuis le 11 avril 2011, la France et les États-Unis, avec l'Union européenne, l'OTAN, ils ont fait un coup d'État. Ils ont réussi leur coup d'État contre le président Laurent Gbagbo. Et ils ont imposé Alassane Dramane Ouattara le 11 avril 2011 à la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je dis que cette date du 11 avril 2011, pendant que le RDR, qui se cache sous le pseudonyme de RHDP, dit célébrer la démocratie aujourd'hui, moi je fais cette vidéo pour dénoncer l'assassinat de la démocratie en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011. Le RDR, à travers, avec l'aide de la France et des États-Unis, de l'Union européenne, ils ont assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire depuis le 11 avril 2011. Donc aujourd'hui, moi je dénonce le coup d'État perpétré contre le président Laurent Gbagbo le 11 avril 2011, après lui avoir fait subir plus de 3000 bombes sur sa résidence. N'eût été la grâce de Dieu, la main de Dieu, il serait mort, lui ainsi que toutes les autres personnes qui étaient avec lui, réfugiées dans sa résidence. Donc voici, depuis le 11 avril 2011, nous sommes dans cette situation-là. Une situation où tout est mélangé, comme on le dit. Une situation de cacophonie. Depuis que Alassane Dramane Ouattara est là, et son régime RDR, l'État fonctionne maintenant comme dans la rue, comme dans la jungle, où il n'y a pas de loi. Même dans la jungle, même les animaux respectent les lois. La nature a des lois. La nature a des lois. Mais ici, depuis que le RDR est au pouvoir,
plus rien n'est respecté, aucune loi n'est respectée. Les lois sont respectées pour nous qui sommes opposants, mais les lois ne sont pas respectées pour ceux qui sont actuellement au pouvoir. Donc, nous nous retrouvons dans une cacophonie totale, où une personne qui ne sait même pas lire ni écrire est directeur ou est responsable d'une direction quelque part dans un ministère ou autre, ou même est chef de service quelque part. Tu arrives dans des services où ça n'est pas que le malinqué, des services où tu arrives, ça n'est pas que des langues qui ne sont même pas officielles. Tu arrives quelque part où celui même qui te parle, ton interlocuteur lui-même, là, quand tu l'entends parler, tu sais que celui-là, il n'a même pas un petit diplôme de l'école primaire. Voici ce à quoi on se retrouve aujourd'hui. Depuis le 11 avril 2011. Depuis le 11 avril 2011, nous sommes dans une cacophonie totale. Tout ce qu'on veut faire, il faut qu'on y mette un dessous de table. La corruption est généralisée et encouragée. Je peux dire même que la corruption est institutionnalisée. Parce que quand on se plaint de cette corruption-là, les gens disent que c'est comme ça fonctionne. Ah bon? Donc, la corruption-là, si c'est comme ça fonctionne, c'est comme si maintenant la corruption est devenue un fait normal, c'est devenu un fait naturel, c'est reconnu légalement parlant par le pouvoir en place. Il y a le népotisme où tant que la personne n'est pas du RDR ou bien d'un nordisme, en tout cas qui n'a pas un proche qui est dans le cercle très restreint du RDR, tu ne peux pas avoir gain de cause dans ce que tu veux. C'est la médiocrité partout. Voici un cas très simple. Ils ont fait l'autoroute de Dabobo, l'autoroute d'Abobo. Tu peux dire comme ça, oui, l'autoroute d'Abobo. Ils ont fait un tunnel. Ils ont fait un tunnel qu'ils ont vanté. Ils l'ont tellement vanté, ils ont fait tellement d'appels médiatique là-dessus que la première pluie qui est venue il y a quelques 2 jours là a inondé ce tunnel. Voici. Juste pour dire que c'est de la médiocrité en fait. Parce qu'un ingénieur qui travaille sur ces choses-là, il prévoit toujours ça. Tu ne peux pas prévoir quelque chose qui est creux. Tu n'es pas construit quelque chose qui est creuse et puis ne pas prévoir des canaux d'évacuation d'eau. Non. Pas du tout. Moi, je ne suis pas ingénieur en point chaussé. Hein. Moi, je suis juste dans le domaine des finances. Je ne suis pas ingénieur en point chaussé, mais je sais que pour construire ça là, on doit prévoir des canaux d'évacuation. Si vous les avez prévus aussi, il fallait aussi prévoir des caniveaux. Parce que quand il va pleuvoir là, puisque le coin est creux, l'eau là va vouloir descendre. Et toutes les saletés qu'il y a à Bobo là-bas là, oui, je l'ai dit. On dit c'est quand il y a Camara qui est maire de Bobo. Abobo là est sale. Abobo est dégradé. Toutes les saletés là, l'eau va couler, faire descendre ça et ça va boucher ces éventuels canaux qui auraient été faits. Donc prévoyez des caniveaux à côté. Donc voici pour dire que ici c'est la médiocrité. C'est la corruption. On accorde les marchés à celui qui donne le plus, ou on accorde les marchés à celui qui nous est proche, ainsi de suite. Maintenant, à côté de ça, il y a les détournements. Les détournements des deniers publics. Les détournements des deniers publics. Les responsables, les cadres du RDR détournent des millions, détournent des milliards, mais ça ne va pas quelque part. Au lieu de les sanctionner, au lieu de les envoyer à la MACA en prison, ces personnes-là sont juste déplacées. On les fait déplacer des postes et on leur accorde même une promotion parfois en leur donnant des postes supérieurs aux postes qu'ils occupaient avant. Bon, il y a plein de mots, mots M-A-U-X, qu'on peut citer depuis que le RDR est au pouvoir. Mais aujourd'hui, j'en parle parce que c'est le jour anniversaire de l'arrestation du président Laurent Gbagbo par les forces françaises, arrestation après laquelle ils l'ont remis aux rebelles, qui l'ont exhibé comme si c'est eux qui l'ont arrêté. Pourtant, on sait comment ils sont incapables, combien de fois ils sont incapables. Donc, moi je le dis, pour eux, c'est le jour de la démocratie. Mais pour moi, c'est le jour de l'assassinat de la démocratie. Le 11 avril 2011, le RDR, aidé par la France et les États-Unis, l'Union européenne, l'OTAN en entier,
ils ont assassiné la démocratie en Côte d'Ivoire. Ils nous ont imposé un groupe d'inutiles, un groupe d'incompétents, un groupe de médiocres à la tête du pays, qui ne savent même pas comment diriger un État, qui ne savent rien faire d'autre que de venir s'enrichir seulement, de venir se remplir les poches, se remplir les portefeuilles, se remplir les comptes au détriment de la population qui souffre, et puis partir. Des vrais voleurs, des vrais pilleurs, des vrais prédateurs. Donc aujourd'hui, je viens dire que ce jour anniversaire est pour moi l'anniversaire de l'assassinat de la démocratie et l'instauration de la médiocrité en Côte d'Ivoire. Et je m'arrête là. Maintenant, l'autre point que je voulais entamer dans cette vidéo, c'est un point très important. Il faut que les gens du RDR, les militants du RDR, qui sont très ignorants, qui ne connaissent rien et qui ne veulent pas aussi s'instruire pour connaître là. Je vais leur dire certaines choses. Ils disent que Alassane Ouattara travaille. Alassane Ouattara travaille. C'est ce qu'ils disent. Bon, il travaille, c'est normal. Moi, je dis souvent aux gens que c'est normal que Ouattara travaille parce que il est venu, il a empêché, d'une certaine manière, Bédié de travailler. Il a empêché aussi le président Laurent Gbagbo de travailler. Mais si tu les as empêchés de travailler, et qui ne sont plus là, c'est normal que tu fasses ce qu'ils devaient faire en leur temps. Tu ne les as pas laissé faire ce qu'ils devaient faire, donc toi maintenant fais à leur place avant de partir. C'est logique. Bédié n'a pas pu travailler à cause de toi. Le président Gbagbo Laurent n'a pas pu travailler à cause de toi. Donc avant de partir, il faut faire le travail qu'il devait faire avant. Même moi-même, si c'était moi, je te dirais, Alassane Ouattara, fais le travail que les autres devaient faire et puis tu leur en as empêché là. Il faut faire avant de partir. Donc tout ce qu'il est en train de faire là, c'est normal qu'il le fasse avant de partir parce que les autres ont voulu le faire et il les a empêchés. Il les en a empêchés. J'ai ici des documents que je vais essayer de décortiquer un peu avec vous. Voilà. Je pense que certains doivent connaître ce document. La Côte d'Ivoire de 2000 à 2010. Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, les 10 ans de grands chantiers, de grands travaux. Voilà. C'est un document dans lequel sont consignés les grands travaux que le président Laurent Gbagbo avait initiés. Je vais en parler davantage. Et je vais commencer par ce document-ci là. Oui, et ça, je le fais. Je présente ces choses-là à cause des gens du RDR. Oui, à cause des gens du RDR. J'ai pris le temps de sortir ces éléments-là. Ceux qui disent que le président Gbagbo, il n'a rien fait. Déjà, sachez une chose. Et ça, c'est juste... cette liste n'est pas exhaustive. Hein. Cette liste n'est pas exhaustive. C'est juste quelques éléments que j'ai pris. Bon, le président Gbagbo, c'est vrai, les refondateurs, dans le temps, c'est comme ça qu'on les appelait, ils n'étaient pas forts en communication hein, et puis en diplomatie. Mais au moins, voici certaines choses que Gbagbo a faites. Avec 60% du territoire de la Côte d'Ivoire occupé par les rebelles. Oui, vous, les rebelles, RDR, vous qui dites aujourd'hui que Gbagbo n'a rien fait là, vous aviez occupé 60% du territoire ivoirien. Vous pillez les ressources minières là-bas. Vous aviez aussi d'un côté le cacao et le café quelque part, surtout le cacao en main. Vous pillez les ressources minières, l'or, le diamant et tout, plein d'autres choses encore. Vous pillez ça. Le président Gbagbo avait le sud, où il n'y a pas trop ces ressources minières qu'il y a au nord et à l'ouest. Mais il y a le cacao et puis beaucoup d'autres choses encore, certaines choses. S'il n'avait que le pétrole, il n'y a que le gaz et quelques autres éléments. Malgré les 60% que vous occupiez, lui, il avait les 40%. Avec ces 40%, comme je l'ai dit là, il arrivait à payer tous les fonctionnaires, ceux qui étaient en activité, comme ceux qui avaient fui vos fusils pour venir se réfugier ici en zone gouvernementale. Et même, il donnait parfois de l'argent à certains pays. Je précise, mais il donnait aussi parfois de l'argent au Burkina Faso, dont beaucoup de ressortissants étaient dans la rébellion, qui le combattaient. Mais il donnait de l'argent à leur président qui soutenait la rébellion pour qu'il paie ses fonctionnaires, pour ne pas que ses fonctionnaires se rebellent contre lui. Donc, aujourd'hui, il a fait tout cela. Vous venez dire que Gbagbo n'a rien fait. Parce que vous avez vu Ouattara qui a fait certaines... C'est que je vous le dis, Ouattara, c'était normal qu'il le fasse ça, qu'il le fasse avant de partir. S'il ne le faisait pas, nous-mêmes, vous-même, ses frères là, on allait vous attraper, vous allez le faire avant de partir.
Parce qu'il a empêché que les autres fassent, c'est normal qu'il le fasse. Donc déjà, voici. Le président Laurent Gbagbo, avec 40% du territoire qui était sous son contrôle, il a construit le CHU d'Angré. Le CHU d'Angré, ceux qui connaissent le CHU d'Angré, voici, c'est le président Laurent Gbagbo qui a construit ça. Il a construit, mais il n'a pas eu le temps de l'inaugurer. Draman Ouattara est venu l'inaugurer. Et il fait croire que c'est lui qui l'a construit. Ce n'est pas lui qui l'a construit. C'est le président Laurent Gbagbo qui l'a construit. Le pont de Jacquesville. Le pont de Jacquesville aujourd'hui là, qui fait qu'on peut aller facilement à Jacquesville en aller-retour sans problème là. C'est sous le président Laurent Gbagbo que ça a été construit. C'est sous le président Laurent Gbagbo que ça a été construit. Ce n'est pas Ouattara. Gbagbo a construit, il est venu inaugurer aussi bien le CHU d'Angré que le pont de Jacquesville. Mais ce n'est pas lui c'est pas Ouattara qui a construit, c'est Gbagbo qui a construit. Le pont, il y a un autre pont à Angré qu'on appelle pont Soro. Bon, c'est vous qui avez mis le nom Soro, c'est pas Soro qui a construit, c'est les refondateurs. C'est sous le président Laurent Gbagbo que ça a été construit. Vous avez mis le pont Soro dessus. Vous avez mis le nom de Soro dessus, mais ce n'est pas Soro qui a construit, c'est le président Laurent Gbagbo. L'hôpital de Gagnoa, c'est le président Laurent Gbagbo qui a construit également. Il y a un hôpital à Yamoussoukro qu'on appelle l'hôpital de la Basilique. L'hôpital de la Basilique, c'est sous le président Laurent Gbagbo que ça a été construit. L'autoroute du Nord qui est arrivée jusqu'à Yamoussoukro là, l'autoroute du Nord là, qui est arrivée jusqu'à Yamoussoukro, l'autoroute du Nord, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a construite aussi. Oui, mettez beaucoup de cœur parce qu'on me signale on me dit que la vidéo est signalée. La vidéo est signalée, donc mettez-y beaucoup de cœur et partagez-la au maximum. Mettez beaucoup de cœur à la vidéo, partagez-la au maximum parce que les gens du RHDP, disons du RDR, ils n'aiment pas qu'on dise leurs mensonges, qu'on mette leurs mensonges à nu. Voilà. Donc mettez beaucoup de cœur parce qu'ils ont signalé la vidéo. Ils ne veulent pas que les Ivoiriens et le monde entier entendent la vérité. Donc je disais, j'étais arrivé sur l'autoroute du Nord. L'autoroute du Nord, c'est le président Laurent Gbagbo qui a construit. Le péage de l'autoroute du Nord, c'est encore sous le président Laurent Gbagbo que ça a été construit. La route d'Izo là, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a fait bitumer. La route d'Izo. Donc, il y a aussi, plus de 500 centres de santé ont été construits également sous le président Laurent Gbagbo. Sous le président Laurent Gbagbo, plus de 500 centres de santé. Ce n'est pas Ouattara qui est venu faire des centres de santé ici. Ce n'est pas lui seul. Même s'il en a fait, ce n'est pas lui seul. Gbagbo avait déjà fait plus de 500 centres, malgré la guerre. Et au temps du président Laurent Gbagbo, 1040 localités ont été électrifiées. 1040 localités ont été électrifiées sous le président Laurent Gbagbo. Donc quand Mamadou Touré ou d'autres cadres RHDP viennent parler ici pour dire que quand ils venaient au pouvoir, ils parlent comme si la Côte d'Ivoire était dans l'obscurité. C'est du mensonge. Le président Laurent Gbagbo avait déjà fait électrifier 1040 localités. 1040 localités. Moi, mon village, c'est sous le président Laurent Gbagbo qu'on a commencé à faire l'installation. Seulement que l'électrification a été mise sous tension par le ministre Jean-Louis Bion, fils de la région aussi, en 2014. En ce moment, Ouattara était déjà venu au pouvoir. Mais ce n'est pas Ouattara qui a électrifié mon village. Donc, mon village, l'électricité est arrivée en 2014, mais on a commencé ça avant l'arrivée de Ouattara. Seulement que c'est sous son règne, sous son régime que l'électricité en 2014 est venue dans mon village. Mais ce n'est pas Ouattara qui a électrifié mon village. Il y a des cadres du village et les habitants du village qui sont mis ensemble pour cotiser et réaliser cela. Donc ça, faut pas que les RHDP disent que mon village a été électrifié par RHDP. Ça, je vais répondre vigoureusement à ça. Il y a eu plusieurs châteaux d'eau. Je continue. Le président Gbagbo, sous son régime, il y a eu plusieurs châteaux d'eau, dont celui de Korogo, et celui d'Angré. Il y a un château d'eau à Angré, dans le lycée moderne d'Angré. Et puis le château d'eau de Korogo. C'est-à-dire, vous-même, au nord là-bas, qui vous soutenez Ouattara pour attaquer Gbagbo, il a fait quand même un château d'eau pour vous là-bas. Je sais que tous les nordistes, moi-même je suis du nord, je suis un fils du nord, un digne fils du nord. Je sais que tous les nordistes ne sont pas derrière Ouattara. Le problème c'est que il y a nos frères des pays voisins là, comme on a le même nom patronymique, c'est en majorité eux qui sont derrière Ouattara. Mais comme on a le même nom patronymique, les gens les confondent. Ils pensent que c'est nous. Ça, je le répète en même temps sur cette vidéo. Si vous avez quelqu'un qui a un nom patronymique du Nord qui dit que
il est nordiste de Côte d'Ivoire, mais il est derrière Ouattara là. Pardonnez, envoyez-le nous, parce que nous, on sait les reconnaître. Quand eux-mêmes nous voient, ils ont peur. Si quelqu'un s'appelle Koulibaly, comme moi, et puis il dit qu'il est derrière Ouattara et qu'il est du nord de la Côte d'Ivoire là, envoyez-le moi. Quand on va échanger là, je vous dirai si c'est un vrai Koulibaly, si c'est un Koulibaly de Côte d'Ivoire, ou un Koulibaly du Mali, ou un Koulibaly du Burkina, ou un Koulibaly du Sénégal. Parce que c'est ce qu'ils utilisent pour mettre la confusion dans l'esprit de ceux qui ne savent pas les reconnaître. Entre nous, on se reconnaît. Même en échangeant par le langage déjà, nous on peut savoir s'il est de la Côte d'Ivoire ou pas. C'est pourquoi ils nous fuient. C'est pourquoi ils nous fuient. C'est à vous autres qui ne les connaissez pas là, ils peuvent mentir, mais pas à nous. Ok. Sous le président Laurent Gbagbo encore, l'échangeur de la Riviera 2 a été construit. C'est sous le président Laurent Gbagbo que l'échangeur de la Riviera 2 a été construit. Donc, il faut que les ados moutons, les militants du RDR là, ça, c'est pour vous, surtout RDR, que j'ai fait ça, cette vidéo, pour que vous sachiez que Gbagbo là, malgré la crise, malgré la rébellion que vous lui avez imposée, il a réalisé beaucoup de choses dans le pays. Et lui, il n'a pas pris crédit comme ça. Hein. Non, il n'a pas pris crédit. Au contraire, il avait commencé à rembourser la dette qu'il avait trouvée au pouvoir. Quand il est venu au pouvoir, la dette qu'il a trouvée là, il avait commencé à la rembourser. Pendant qu'il la remboursait, il construisait là. Il construisait le pays. Donc, il a construit l'échangeur de la Riviera 2. Il a construit l'hôtel des députés à Yamoussoukro. Ouais, bonjour, l'homonyme de mon épouse. Bonjour, Madame Bougie. Comment tu vas? Good day. Bonjour à toi également, cher combattant. Donc, le président Laurent Gbagbo a construit l'hôtel des députés. Il a aussi commencé à construire le nouveau palais présidentiel de Yamoussoukro, conformément au projet de transfèrement de la capitale à Yamoussoukro. Le président Laurent Gbagbo, le président Houphouët-Boigny avait souhaité que la capitale politique soit Yamoussoukro et la capitale économique Abidjan. Il n'a pas pu réaliser cela, il est mort. Bédié n'a pas pu réaliser cela. Gbagbo est venu, il a commencé à réaliser cela, les gens l'ont attaqué. Il a commencé à construire l'hôtel présidentiel là-bas. Il a commencé à construire également l'Assemblée nationale à Yamoussoukro. Il a commencé il a fait les installations de pipeline, c'est-à-dire les tuyaux souterrains qui étaient ici à Abidjan jusqu'à Yamoussoukro par rapport au pétrole, au gaz et autres. Il a installé ça, les pipelines. Et le président Laurent Gbagbo également, comme je l'ai dit déjà, il payait même les salaires des fonctionnaires en zone rebelle et des déplacés de guerre. C'est-à-dire ceux qui travaillaient, ils payaient leurs salaires. Ceux aussi qui avaient fui la rébellion, qui n'étaient pas en activité, ils payaient également leur travail. Ils payaient également leurs salaires. Et j'ajoute encore une fois, il aidait même un pays, certains pays qui soutenaient la rébellion, il les aidait à payer les salaires de leurs fonctionnaires pour ne pas qu'ils aient problème là-bas. Et le président Laurent Gbagbo, sous son régime, il a fait réhabiliter toutes les préfectures du pays. Je dis bien toutes, il n'y a même pas une seule qui est restée. Je pèse bien mes mots. Au temps du président Laurent Gbagbo, toutes les préfectures du pays ont été réhabilitées. Toutes les préfectures du pays ont été réhabilitées. Il a augmenté ou revalorisé les salaires des militaires, des policiers et des gendarmes. Oui, je connais, je confirme cela parce que moi-même j'ai des parents qui sont encore habillés. C'est après cette révalorisation-là qu'ils ont pu se construire eux-mêmes leurs maisons à eux, des maisons qui portent leur nom. Il a fait augmenter les primes de logement des instituteurs. Le président Laurent Gbagbo a fait augmenter les salaires des magistrats. Oui, vous les magistrats que vous faites manipuler aujourd'hui par le régime en place là. Je sais que ça comment on appelle ça, mais je sais que bon, vous êtes contraint d'une certaine manière ou d'une autre, vous protégez vos postes. Mais je vous dis, je ne vous le dis pas, vous le savez. C'est grâce au président Laurent Gbagbo que vos salaires ont été augmentés. Et il a instauré également une prime de logement pour vous les magistrats. Le président Laurent Gbagbo a revalorisé les prix des produits agricoles. Voilà. Et ici, dans le temps, le cacao, il le faisait acheter à 1200 francs le kilogramme et l'EVA, il le faisait acheter à 1100 francs le kilogramme. Vous voyez ça? Le président Laurent Gbagbo avait un pays coupé en deux, où 60% est occupé par les rebelles, 40% sous son contrôle là. Il fait acheter le kilogramme de cacao à 1200 francs et le kilogramme de d'EVA à 1100 francs.
Et je me rappelle également qu'en ce temps aussi, chez moi, au nord là-bas, il y a eu un temps même où la noix de cajou, l'anacarde, est passée jusqu'à 500 francs. Bon, les gens m'ont dit, mais quand même, modeste, au-delà même de 500 francs le kilogramme. Donc, ça a permis vraiment aux gens de chez nous de se construire des maisons en dur. Aujourd'hui, tu vas chez moi, chez moi là-bas, c'est comme si tu es en ville. Presque tout le monde, tout le monde, beaucoup de personnes ont construit des maisons en dur, et ils ont de ces paraboles de Canal Horizon, Canal Plus ou bien StarTime. Non? Ils ont des grands placements chez eux. Et ça, mais depuis que Ouattara est venu là, tout ça s'est arrêté. Ils ont du mal maintenant à joindre les deux bouts. Et même quand le président Laurent Gbagbo avait augmenté le prix de l'anacarde, il y a la première fois, il y a son anacarde avait tellement donné qu'il voulait célébrer ça. Il est allé et il a acheté même un poulet à 15 000 francs. Au village, où on paye les poulets à 2 000, 3 000 là. Lui, il est parti. Son ami villageois lui a dit 15 000 francs. Il n'a même pas discuté, tellement l'argent était beaucoup. L'anacarde a été payée à bon prix. Tellement l'anacarde a été payée à bon prix, il a sorti les 15 000 francs, il a donné, et on lui a donné le poulet, il allait célébrer ça, parce que le président Laurent Gbagbo avait valorisé les prix des produits agricoles. Et il avait également subventionné, le président Laurent Gbagbo avait subventionné les denrées de première nécessité. Par exemple, le kilogramme de viande au temps du président Laurent Gbagbo était à 1400 francs. Aujourd'hui, là, c'est entre 2800 et 3000 francs. Vous qui dites que vous êtes venu pour le bien des Ivoiriens, là, hein. Vous qui aviez promis venir avec des conteneurs d'argent, là, hein. C'est vous, là, le kilogramme de viande, là. C'est 2800 ou 3000. Au temps du président Laurent Gbagbo, c'était 1400 francs. Le kilogramme de la tomate était à 750 francs. Le litre d'huile était à 900 francs. Aujourd'hui, là, le litre d'huile est entre 1500 et 1800 et autres. Le prix de l'essence, au temps du président Laurent Gbagbo, était à 775 francs. Aujourd'hui, là, vous êtes à combien? 875. Donc, vous avez 100 francs de plus que le président Laurent Gbagbo. Pourtant, quand vous accusez le président Laurent Gbagbo pour dire qu'il augmente les prix là, il veut mettre ça sur la guerre. Vous là, il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre, ça c'est 1. Vous avez la France avec vous, c'est 2. Vous avez les États-Unis avec vous, 3. Vous avez l'Union européenne avec vous, 4. Vous avez l'OTAN avec vous, 5. Vous avez toute la communauté internationale dont vous vantiez l'appartenance à votre combat. Au-delà, où en est-on? Où en est-on? Je continue encore sur les réalisations du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo, il a instauré les scanners dans les CHU. Donc, c'est le président Laurent Gbagbo, sous son régime, que les scanners ont été instaurés dans les CHU. Il a transformé, sous le président Laurent Gbagbo, il a transformé les hôpitaux de Port-Boué, d'Adjamé, d'Abobo en hôpitaux généraux. Donc, l'hôpital de Port-Boué, l'hôpital d'Adjamé, l'hôpital d'Abobo, ils sont passés d'hôpitaux simples à hôpitaux généraux, avec renforcement de leurs plateaux techniques. Donc, je vous ai déjà parlé du pont de Jacquesville. Donc, voici j'ai relevé juste quelques réalisations du président Laurent Gbagbo quand il était au pouvoir. Malgré les fusils, voilà, que vous lui faisiez subir. Voilà, malgré toute votre rébellion, voici ce qu'il a fait. Et ça, c'est juste une liste, comme il a dit, cette liste n'est pas exhaustive, hein, il y en a d'autres. Mais pour ne pas trop vous prendre le temps, j'ai juste pris ces éléments-là. Et ici, voici, j'ai ici un document de passation des marchés. Document de passation des marchés. Et projet d'urgence, ce que vous appelez PUIR là. Projet d'urgence d'infrastructure urbaine. Ça, les différents marchés que vous voyez, les gens sont en train d'exécuter un peu partout dans les villes ici en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas Ouattara qui a envoyé ça. C'est des choses qui existent depuis. Ici, dans ce document-là, j'ai la liste des différents projets. J'ai la liste des différentes entreprises. Voilà. La liste des différentes entreprises qui devaient exécuter ces projets. J'ai aussi les montants, c'est-à-dire les coûts. Ouattara est venu au pouvoir là. Il a modifié beaucoup de choses dedans.
il a il a arraché des marchés à certaines personnes, certaines entreprises qui devaient les quitter pour donner à ses amis. Les coûts, ils les ont augmentés. Ils ont fait de la surfacturation. J'ai tout ça qui est ici. Même les délais, hein, les dates qui étaient prévues, c'était des appels d'offres. Ceux qui ont soumissionné, ceux qui ont remporté ces appels d'offres, et puis quand est-ce que ça devait commencer, le délai d'exécution, tout ça c'est ici. Donc aujourd'hui, là, militant du RDR, c'est pour vous spécialement cet élément de direct là. Votre Alassane Ouattara, que vous êtes en train d'embaumer là, il n'a rien fait d'extraordinaire. Il n'a aucune idée. Chez lui là, ses idées là, c'est rébellion, c'est la violence. Tout ce qu'il sait faire, c'est la violence. Si c'est ça seulement, il a eu des idées. Mais si c'est pour faire les bonnes choses, il n'en a pas. Il sait copier. Même en 2010 pour les élections, le programme de gouvernement que vous avez fait, qu'il vous a proposé là, c'était du copier-coller du programme de gouvernement du président Laurent Gbagbo. Il a fait du copier-coller et puis modifier certaines choses. Tous les projets qu'il est en train de faire actuellement là, ça là, je vous le dis, c'était des projets qui existaient déjà, aussi bien au temps du président Bédié qu'au temps du président Laurent Gbagbo. Donc, il ne fait que les exécuter. Et comme je vous l'ai dit déjà, c'est normal que Dramane Ouattara et son équipe exécutent ces travaux avant de partir. Parce qu'ils ont empêché que Bédié les exécute, ils ont empêché que le président Laurent Gbagbo à son tour les exécute, alors qu'il faut qu'eux les exécutent avant de partir. C'est ça. Vous avez empêché que Bédié fasse avancer la Côte d'Ivoire. Il avait parlé de l'éléphant d'Afrique. Vous avez refusé cela. Vous l'avez empêché parce que ça ne vous arrangeait pas. Et quand je dis vous, je parle de vous, RDR, et de vos parrains, les Occidentaux. Vous avez empêché que le président Laurent Gbagbo apporte le bonheur aux Ivoiriens. Le programme du président Laurent Gbagbo même prévoyait qu'au bout d'un certain nombre d'années, 2 ou 3 ans après là, que les salaires des Ivoiriens soient augmentés d'au moins 50%. C'était au programme. Parce qu'en ce moment-là, les Ivoiriens seraient tellement à l'aise. Tout irait très bien. La croissance à 2 chiffres là, on allait avoir la vraie croissance en 2 chiffres en ce moment. Vous parlez aujourd'hui de croissance à 2 chiffres, mais comme vous êtes des menteurs et que vous n'avez pas honte de mentir, vous dites ça et la réalité vient vous contredire. Donc, voici, militant du RDR, il faut que vous sachiez que votre mentor là, Alassane Dramane Ouattara là, tout ce qu'il fait là, ça ne vient pas de lui. C'est ce que les autres devaient faire, les a empêchés de faire. Donc lui aussi, à son tour là, il faut qu'il fasse avant de partir. Oui, il faut qu'il fasse ça avant de partir. Voilà. Non, il faut que Alassane Dramane Ouattara fasse ses travaux que Bédié et Gbagbo devaient faire là avant de partir. Il faut qu'il donne à la Côte d'Ivoire l'image que Bédié et Gbagbo devaient lui donner. Et puis lui, il les a empêchés là. Il faut qu'il donne. Voilà. Bon. Donc vraiment, je reviens un moment là, la vidéo a failli être coupée à cause d'un appel qui rentrait. Donc je reviens, je dis, il fallait que Dramane Ouattara fasse les travaux que Bédié devait faire, que Gbagbo devait faire, et puis lui, soutenu par la France et les États-Unis, les ont empêchés de faire là. Il faut qu'il les fasse avant de partir. Il faut qu'il redonne à la Côte d'Ivoire l'image que ces deux anciens présidents devaient donner à la Côte d'Ivoire là. Il faut que Ouattara la lui donne avant de partir. Avant de partir au dernier point, concernant toujours les travaux du président Laurent Gbagbo, vous voyez ce document, la Côte d'Ivoire de 2000 à 2010, 10 ans de grands travaux. Oui, je vais appuyer là tout ce que j'ai dit tout à l'heure. Avec ce que, voilà, le président Laurent Gbagbo, d'un baptisé à un autre, il dit beaucoup, le président Houphouët-Boigny, le document le dit, que le président Houphouët-Boigny avait rêvé de choses, de transférer la capitale politique à Yamoussoukro. Il est mort sans l'avoir fait. Mais le président Laurent Gbagbo, voilà, notre président avait toujours son joli sourire là. Le président Laurent Gbagbo a décidé de tout faire pour que le rêve du président Houphouët-Boigny, voilà, se réalise. C'est comme ça qu'il a commencé à faire les travaux à Yamoussoukro pour le transfèrement de la capitale. Et ces travaux-là, il a commencé, j'ai sélectionné quelques éléments pour vous. Il devait transformer Yamoussoukro en une capitale de rêve. Voilà.
Yamoussoukro en capitale des rêves. Ça devait venir, voilà, un peu, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voici un peu des images des travaux qui avaient commencé. Voilà, des images des travaux qui avaient commencé. Et voici un peu aussi certaines images. J'ai sélectionné ça. Moi, j'ai dit mes choses avec des preuves. Parce que les militants du RDR, c'est des gens, comme ils aiment le matu vu, ils aiment le blablabla, qu'on leur monte là. Nous, on n'est pas dans ça. Quand on dit des choses là, on sait de quoi on parle. Donc, le président Laurent Gbagbo avait commencé à faire des travaux pour transférer la capitale à Yamoussoukro. Et voici ici, voilà, le palais présidentiel. Voilà, voici là les travaux du palais présidentiel qui avaient commencé à Yamoussoukro. Voilà, je vous permets de voir ça. Voilà un peu. Voilà, les travaux du palais présidentiel à Yamoussoukro. Voilà. Voilà. Donc voici, ça c'était le palais présidentiel, voilà, chargé de multiples symboles. Et c'était le siège de la présidence, voilà, de la présidence, dans la modernité totale, tout en exaltant les vraies valeurs traditionnelles. J'ai lu un peu les commentaires. Donc vous avez vu un peu c'est à quoi devait ressembler le palais présidentiel. Ça c'est juste quelques travaux, hein. Voilà, juste le début des travaux. Voilà. Ok, donc ça, je continue. Donc après le palais présidentiel, bon, c'est les images, c'est juste les travaux toujours, les chantiers. Draman est vraiment un menteur. Vraiment un menteur. Donc voici un peu, bon, toujours le palais présidentiel. Bon, une image, bon là c'est juste en couleur, ça c'est en 3D. Bon, je passe là-dessus rapidement. Voilà, même le Sénat. Voilà, même le Sénat. On dit bienvenue au Sénat. Vous voyez un peu ce qui devait être le siège du Sénat. Voilà, voilà ce qui devait être le siège du Sénat. Voilà, voilà un peu. Donc même il avait tout ça c'était prévu à Yamoussoukro. Et le président Laurent Gbagbo avait commencé ça, le siège du Sénat. Bon, je vous fais voir un peu. Voilà, voilà. Ça, c'était, on dit quoi? C'était le siège du Sénat, qui est la chambre haute du Parlement, à une architecture qui invite au calme et à la sérénité. C'est juste un commentaire à côté que j'ai lu. Donc, voici des travaux. L'autoroute du Nord. Voilà, on dit ici Cap sur le Nord. Voilà, je vous ai dit tantôt que l'autoroute du Nord jusqu'à Yamoussoukro, c'est le président Laurent Gbagbo qui l'a faite. Voilà, Cap sur le Nord. Il y a beaucoup de travaux qu'il a fait du moins. Comment dirais-je, le président Laurent Gbagbo a fait beaucoup de travaux, mais il n'a pas eu l'occasion de les inaugurer. Et Draman Ouattara veut les inaugurer et il fait croire que c'est lui qui les a fait. Et ces moutons, comme on le dit là, ces moutons là sont derrière, ils disent oui, Wado travaille. Il travaille quoi? Comment? C'est des choses qui étaient là. Donc voici. Ça c'est quand voilà les travaux quand ils avaient commencé. Voilà, les terrassements, tout et tout. Cap sur le Nord. Voilà. Donc, on avance encore. J'ai ce document-là, voilà. Et ils avaient prévu ce qu'on appelle le Grand Abidjan. Voilà. On dit demain, le Grand Abidjan. Aujourd'hui, là, quand vous entendez le Grand Abidjan, là, ce langage-là ne vient pas des gens du RDR. C'est un langage qui existe depuis. Le Grand Abidjan. Doucement, voilà. Le Grand Abidjan, c'est-à-dire les 10 communes d'Abidjan plus les communes environnantes, là. Disons, le Grand District d'Abidjan. Tout ça, là, ça fait partie du Grand Abidjan. Et c'était prévu. Ça, par exemple, c'était quoi? Voilà, l'île Boulay, l'extension. Ça, c'est l'extension du port sur l'île Boulay. Donc, en haut ici, ce que je vous montre là, voilà. Ça, c'est l'extension du port autonome d'Abidjan sur l'île Boulay. Ça, c'était... Le président Laurent Gbagbo avait prévu tout ça. L'extension du port d'Abidjan sur l'île Boulay. Sur l'île Boulay. Donc, tout ça, le port devait arriver jusqu'à là-bas. Et même, je vous ajoute même que c'était même prévu aussi que ils construisent même c'était prévu même qu'ils construisent une cité là pour que tous ceux qui travaillent au port là-bas, là, ils n'habitent pas loin de leur lieu de travail. Donc, je continue. Ça, c'est l'extension du port sur l'île Boulay. Et voici, ici, ça, c'est les voies de communication. Donc, le président Laurent Gbagbo, voilà.
le pont que le président Laurent Gbagbo avait prévu, le président Laurent Gbagbo avait prévu un pont qui va quitter Yopougon jusqu'à l'île Boulay. Et voici le pont. Voici des images du pont. Donc, vous voyez, j'essaie de rapprocher, j'espère que vous voyez bien. C'est des images du pont. Donc, c'est un pont métallique, voilà. Et je crois qu'actuellement, même ces ponts métalliques là sont en construction. Donc, c'est pas des projets de Ouattara, hein. Vous voyez, des ponts métalliques. Et ça, je crois que ce genre de pont, on en trouve aux États-Unis, hein. Et je crois à Londres aussi, un truc comme ça. Et je dis à Londres, en Grande-Bretagne. Je crois bien. Je sais qu'aux États-Unis, il y en a. Donc, vous voyez, c'est ce genre de pont métallique là. Voilà. Voilà, je fais comme ça pour que vous voyez à cause du reflet. Donc, ce pont métallique là, de Yopougon jusqu'à l'île Boulay, en passant par Vridi, tout ça là. Donc, Yopougon jusqu'à l'île Boulay. J'ai fait balayer un peu pour que vous voyez. Voilà, ce pont métallique de Yopougon jusqu'à l'île Boulay. Voilà. Voilà, vous voyez un peu les portiques là. Voilà, tout ça. Donc, tout ça, le président Laurent Gbagbo avait prévu. Regardez en bas aussi, un autre pont. C'est que le pont que... J'espère que vous allez bien voir. Voilà, ce pont-là. Voilà, vous voyez ce pont? C'est ce que Ouattara a fait entre Cocody et puis Plateau là, avec un seul... il a fait entre Cocody et Plateau avec un seul portique comme ça. À cause de ça, mais il prend chose. Il prend des jours fériés pour que les gens pas visiter. Le président Laurent Gbagbo l'avait prévu avec 2. Voilà, lui l'avait prévu avec 2. Donc entre celui qui a fait avec une seule portique, et puis celui qui a prévu avec 2 portiques, qui est le plus fort? Qui est le plus fort? Et ici, si le président Laurent Gbagbo avait réalisé ça avant de partir du pouvoir, il n'allait pas prendre des jours fériés pour que les gens partent visiter ce pont. Donc vous voyez, tout ça, c'était des prévisions du président Laurent Gbagbo. Donc Ouattara, il n'a rien fait d'extraordinaire. Ça là, aujourd'hui là, oui. Vous voulez qu'on célèbre la journée du 11 avril, non? On est en train de la célébrer comme cela. Pour vous là, pour vous, c'est l'instauration de la démocratie. Moi, je suis en train de vous montrer que vous avez tué la démocratie. Allons-y seulement. Voilà. Donc, vous voyez, il y a plein de choses. Tous ces projets qu'il est en train de faire là, ce sont des projets du président Laurent Gbagbo qu'il est en train d'exécuter. Maintenant, voici, voilà, j'en arrive là au port d'Abidjan. Le nouveau port, c'était prévu. Vous voyez, là, vous allez voir aussi les mêmes ponts métalliques là encore qui traversent. Le port devait être vraiment, vraiment étendu jusqu'à l'île Boulay. C'était prévu. Vous voyez à côté là, c'est le pont que je vous ai montré là, où j'ai dit il y en a aussi aux États-Unis. Voilà, juste en rouge sur l'eau là. Et là, le port, ça va de Vridi jusqu'à l'île Boulay. Ça va de Vridi jusqu'à l'île Boulay. Voilà. C'est ça. Donc là, c'était l'extension du port. Et là, le président Laurent Gbagbo avait prévu une chose. Il y a des habitations à côté, hein, pour que les travailleurs dans les ports là n'habitent pas loin. Et un autre élément, en bas, voici le terminal à conteneurs. Vous voyez, en bas ici en rouge là. Vous voyez le terminal à conteneurs. Le terminal à conteneurs que le président Laurent Gbagbo avait prévu. Voilà. Vraiment. Ce sont des grands investissements que le président Laurent Gbagbo avait prévus. Donc, voilà. Je m'arrête là. J'ai assez de documents comme cela. Il y a assez de preuves pour démolir Ouattara. Donc, ça là. Au-delà, je m'arrête là. Donc, voici, très chers camarades. Voici un peu. J'ai fait tout cela. Je ne parle même pas de l'hôtel Ivoire. Hein. L'hôtel Ivoire. Le président Laurent Gbagbo l'a réhabilité. Il y a aussi ces images qui sont là. Le président Laurent Gbagbo a fait réhabiliter l'hôtel Ivoire. Et quand Ouattara est venu, il a vendu ça. Lui et ses amis ont racheté ça, devenu un truc privé. Ils ont arraché beaucoup de choses des mains de l'État. Donc, voici un peu. Comme c'est la commémoration du 11 avril 2011, moi aussi je célèbre. J'ai fait ma commémoration à ma manière. Je démontre ici que Ouattara et ses rebelles ont commis la pire erreur de leur vie. En chassant le président Laurent Gbagbo du pouvoir le 11 avril 2011 là, ils ont commis la plus grave erreur de leur vie. Parce qu'aujourd'hui là, ils ont retardé la Côte d'Ivoire, c'était leur souhait.
retarder la Côte d'Ivoire, venir prendre, s'enrichir, piller le pays parti. Aujourd'hui, là, ils sont assis, ils prennent la richesse du pays, ils s'enrichissent, et puis allez, ils balancent l'argent chez eux au pays. Moi, il m'arrive souvent de me promener dans la rue comme cela, même parfois même d'aller m'arrêter auprès des comptes de transfert d'argent. Et je vous dis bien, hein, la plupart des gens qui font les transferts d'argent là, ce sont les étrangers. J'ai été un jour blessé dans mon fort intérieur quand j'ai vu un Ivoirien qui est parti. Il lui voulait faire un retrait. Il fait le retrait. On lui demande, tu veux faire un retrait de combien? Il dit 15 000. Donc lui, c'est tout ce qu'il va retirer, c'est 15 000. Maintenant, il y a un autre qui vient, il veut faire un retrait. Il veut faire un transfert, un envoi dans son pays. C'est un étranger. On lui demande, tu as envoyé combien? Il dit, il va envoyer 2 millions. J'ai dit, oui, on est mort. C'est notre argent qui s'en va comme cela. Dit, les entreprises françaises ne payent pas d'impôts en Côte d'Ivoire. Ça fait 1, on paie l'argent. Les entreprises françaises, chaque semaine ou en tout cas de manière périodique, envoient l'argent en France. Ça fait 2. Maintenant, ceux qui travaillent chez nous ici, là aussi, là, les étrangers, là, ils prennent tout l'argent, ils envoient ça chez eux au pays. Ça fait 3. Bon, ça là, avec tout cela, comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent? Comment est-ce qu'on peut avoir de l'argent? Finalement, il n'y a pas. Quand on dit que l'argent ne circule pas, c'est vrai. Puisque tout s'en va à l'étranger. Donc, vraiment, voici, j'ai commémoré à ma manière la journée du 11 avril 2011. Voilà. Aujourd'hui, c'est 11 avril 2024. Ça fait 13 ans que la démocratie est morte en Côte d'Ivoire. Ça fait 13 ans que le RDR est venu défigurer et dénaturer, détruire la Côte d'Ivoire. Ça fait 13 ans que nous sommes en retard. Un pays qui était censé vraiment être la locomotive de la sous-région. Voici aujourd'hui, nous sommes en retard. Nous sommes en retard sur tous les plans. Nous sommes en retard sur le plan économique. Nous sommes en retard sur le plan sécuritaire. Nous sommes en retard sur le plan de la diplomatie. En tout cas, partout. Même si vous avez des diplomates qui ne savent même pas parler l'anglais, alors que c'est la langue internationale. Franchement. Donc, vraiment, chers amis, voilà. J'espère que les moutons du RDR qui sont sur cette vidéo se cachent derrière pour regarder là. Et même, ils se permettent d'attaquer la vidéo là. J'espère qu'ils ont compris. Je vous ai démontré que Babou là, avec 40% du territoire ivoirien qu'il contrôlait, quand vous avez imposé votre rébellion là, voici, il a fait beaucoup de réalisations. Des choses qu'il a réalisées, il a construites, il ne les a pas inaugurées. Ouattara est venu les inaugurer et puis fait croire que c'est lui qui les a construites. Je vous ai démontré ça. Je vous ai démontré également que les marchés qui sont en train d'exécuter là, il y a longtemps ça existait. Aussi longtemps de Bédié que de Babou. Et il y a certaines les entreprises qui les avaient eues là sont ici. Les dates auxquelles elles devaient conseiller, tout ça, ça y est là. Ouattara est venu là, il a arraché, il a donné à d'autres personnes. Et puis en plus, les montants là, ils les ont augmentés. Voilà. Et là, je vous ai montré en image les réalisations que Babou a faites jusqu'à préparant non seulement le Grand Abidjan, ensuite l'extension du port autonome et puis surtout le transfèrement de la capitale politique à Yamoussoukro. Tout ça là, comme ça n'arrange pas les Blancs, ça n'arrange pas la France, les États-Unis, l'OTAN, l'Union européenne, allez, il fallait chasser le monsieur, le président Laurent Gbagbo, pour qu'on continue de louer. Vous voyez, chez nous, mais en Côte d'Ivoire ici, on continue de louer la présidence. On continue de louer l'Assemblée nationale. Et chaque année, la BCEAO est obligée de payer 40 milliards de francs CFA à la France parce que c'est la France qui coupe nos billets pour nous. Vous voyez ça? Est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez nous ici? Il faut que ça change. Il faut que ça change. Ok. Donc, chers amis, avant de terminer, je voudrais vous dire que si vous avez le désir de changement, comme moi je l'ai ici là, si vous voulez que ça change en Côte d'Ivoire, si vous voulez que la Côte d'Ivoire revienne sur la scène internationale comme on l'a toujours connu, oui, je le dis parce que moi j'ai travaillé, j'ai fait 22 ans à l'international et avant l'avènement de Dramane Ouattara au pouvoir là, tous les pays où j'ai passé là, on m'accueillait comme un roi. Parce que quand on dit que c'est un Ivoirien, bon, ils disent Ivoirien, donc moi je dis, si chose, quand j'arrive, quand on apprend que c'est un Ivoirien qui arrive là, oh, quand on apprend que c'est un Ivoirien qui arrive, mais c'est fini, on m'accueille comme un roi. On m'accueille comme un roi. Donc, chers amis, si vous voulez qu'il y ait du changement, si vous voulez que les choses redeviennent normales comme chose, bon, excusez-moi, il y a quelqu'un qui m'appelle, il faut que je le coupe. Voilà.
Ok. Donc, chers amis, si vous voulez que les choses redeviennent normales comme avant, vous voulez que les choses changent, vous voulez que les gens nous considèrent vraiment comme on nous considérait avant l'avènement du RHDP, du RDR au pouvoir là. Vraiment, venez avec moi et signez la pétition que j'ai mise en ligne. Si c'est pas Goudé, si tu es là, Goudé, pardon, il faut copier. Goudé, copie le lien et puis remets-le dans les commentaires là. Dans tous les cas, après la vidéo, après le direct, je vais mettre le lien. Après le direct, je vais mettre le lien sur la vidéo, le lien de la vidéo sur le commentaire. Donc vraiment, vous êtes là, vous voulez que ça change, vous êtes là, vous voulez que la Côte d'Ivoire revienne sur la scène internationale et qu'elle soit toujours vue comme elle a toujours été considérée. Alors, chers amis, rejoignez-moi. Excusez-moi, attendez que je coupe. Les gens, ils insistent. Tu appelles, on te coupe, mais tu insistes quand même. Voilà, ok. Donc, voilà. Donc, je disais que si vous avez envie que ça change et que nous, les Ivoiriens et les Ivoiriennes, qu'on ait encore de la valeur à l'extérieur, rejoignez-moi et signez en grand nombre la pétition que j'ai lancée en ligne. La pétition est une pétition qui dit non à un 4e mandat pour Dramane Ouattara. Je sais que Dramane Ouattara a demandé à ses militants de lancer une pétition pour un 4e mandat. Et je sais aussi que ces militants-là, il les a envoyés sur le terrain parce que mes parents du Nord m'ont dit une chose, c'est que quand ils vont vers eux, ils ne leur disent pas pourquoi ils veulent prendre leur nom. Hein. Non, ils ne leur disent pas ça. Ils prennent leur nom et c'est après, ils leur disent que, ah bon, vous, c'est vous qui dites que Alassane Dramane, bon, vous dont on a pris le nom là, on va dire que c'est vous qui dites que Dramane Ouattara a fait un travail que vous aimez, il a très bien travaillé, donc vous voulez qu'il soit encore président. C'est ce que mes parents du Nord m'ont dit. C'est ce que les parents du Nord m'ont dit. Et comme quand ils m'ont dit ça, ils disent, mais c'est pas logique, c'est pas normal. Parce qu'en fait, le RDR sait que s'ils expliquent cela à nos parents du Nord, aucun parent du Nord ne va signer une telle pétition. Et même, il prie Dieu, il prie Dieu que Alassane Dramane Ouattara soit chassé du pouvoir. Ils veulent qu'il quitte là parce qu'à cause de lui, il souffre. Tu as dit que tu es venu pour les gens du Nord. Tu as dit que tu es venu pour qu'eux ils soient heureux, mais c'est le contraire. Ils sont encore plus malheureux qu'avant. Et même se plaignent. Il dit, mais Dramane Ouattara, il a dit qu'il est venu pour les gens du Nord. Mais voici qu'il fait presque tout à Abidjan. C'est Abidjan qui fait tous les travaux qu'il a à faire. Ici, rien. Quand ils viennent ici, c'est pour donner l'argent aux gens pour que les gens les acclament. Donc, j'ai lancé cette pétition depuis le 11 mars dernier. Donc, je vous demande de la signer. Je vous demande de la signer et de la faire signer, c'est-à-dire de la partager pour que le plus grand nombre signe cette pétition-là. Et nous l'avons lancée pour empêcher que Dramane Ouattara soit encore candidat à l'élection présidentielle de 2025. Et je vous l'ai déjà dit dans les premières vidéos, nous avons aussi commencé une action. C'est que nous avons engagé, bon, si je dis engagé, c'est comme si on les paye. Bon, nous travaillons avec des diplomates de haut niveau et des avocats internationaux également, très réputés, très renommés. Et ces avocats-là sont en train de nous aider. Ce que la CPI n'a pas voulu faire dans le camp Ouattara, nous avons engagé des avocats qui vont le faire. Ils vont le faire et même faire procéder à des arrestations dans le camp de Ouattara. Si possible, même Ouattara lui-même l'a arrêté. Nous avons déjà fourni les preuves pour ça. Nous avons déjà fourni tous les éléments, voilà, pour construire le dossier.
Tout ce que ces avocats nous ont demandé, c'est de signer en grand nombre cette pétition pour pour juste confirmer que ce que nous leur avons demandé là, c'est le plus grand nombre d'Ivoiriens qui souhaitent ça. Donc, chers Ivoiriens, chers Ivoiriennes, voici, nous vous demandons de signer en grand nombre, un très grand nombre cette pétition. Parce que les avocats n'attendent que ça. Le dossier que nous leur avons demandé, nous leur avons apporté là, est déjà très consistant, il est déjà suffisant pour arrêter tous ceux qui sont là, qui nous empêchent de vivre tranquille là. Et tout ce que ces avocats nous demandent, c'est de prouver que vous êtes nombreux derrière nous. Donc, moi, je vous en supplie, signez-la massivement. Signez-la en grand nombre. Elle est en ligne sur change.org et j'ajouterai le lien en commentaire quand j'aurai fini cette vidéo pour que ceux qui veulent aller la signer en ligne, la signent en ligne. Et aussi, nous avons la copie physique pour que ceux qui ne savent pas signer en ligne, voilà, ils impriment et puis fassent signer la copie physique. La page de la copie physique prend 10 personnes. Donc, si vous avez 100 personnes, vous n'avez qu'à faire des photocopies, 10 feuilles, 10 pages, ça suffit pour les 100 personnes. Donc, nous vous en supplions, signez-la en grand nombre. Signez-la en grand nombre. Et nous avons notre porte-parole. Moi qui vous parle, je suis du Nord. Vous me connaissez, beaucoup parmi vous me connaissent déjà. Je suis un fils du Nord. Mon nom, je ne l'ai pas changé, c'est le même nom que vous avez sur Facebook, que vous avez devant vous. Bakounadi Michel Koulibaly. Nous avons notre porte-parole qui lui aussi est du Nord. Il est je crois de Boundiali, Moussa Dosso. Notre porte-parole, Moussa Dosso, est de Boundiali, mais il vit aux États-Unis. Nous avons d'autres personnes également qui sont en Europe, qui sont avec nous. Donc, c'est ce groupe-là. Même d'autres mais nous avons encore des personnes qui vivent aussi en Afrique, mais dans d'autres pays. Mais nous sommes tous des Ivoiriens nous sommes tous des Ivoiriens et des Ivoiriennes qui voulons que notre pays soit libéré des mains de Dramane Ouattara qu'il a pris en otage. Donc, nous avons constitué ce groupe-là, ce collectif-là, et nous avons fait ce dossier que nous avons envoyé à ces avocats et qui sont prêts à nous aider, qui travaillent pour nous. Voilà. Ok, merci beaucoup, maman. Merci, présidente. Donc, Moussa Dosso vient de Samatigila. Voilà. Donc, moi, je suis de Dabakala. Moussa Dosso est de Samatigila. Donc, c'est pour vous. Je donne ces deux exemples-là. Il y a d'autres encore nordistes avec nous, hein. Mais je donne ces deux exemples-là pour vous dire que ce n'est pas les nordistes, ce n'est pas en tout cas, les vrais nordistes, les nordistes authentiques là. Ils ne sont pas derrière le comportement de Dramane Ouattara. Les nordistes authentiques. Bon, certains par peur sont derrière lui, mais d'autres qui se respectent leur dignité comme nous autres là, nous on ne va jamais s'associer à lui. C'est quoi comme je disais, notre porte-parole Moussa Dosso, je donne son nom, il s'appelle Moussa Dosso. Allez-y sur TikTok, vous allez voir, il a fait des vidéos pour dénoncer beaucoup de choses de Dramane Ouattara là-dessus. Et ces choses-là qu'il a dénoncées viennent en complément de ce que moi je viens de vous montrer. Donc allez-y sur TikTok, cherchez le nom Moussa Dosso et puis vous suivez ces vidéos. C'est notre porte-parole. Il vit aux États-Unis. Et donc nous sommes un collectif qui travaillons avec des avocats internationaux et même des nationaux aussi. Ouais, des nationaux mais qui travaillent aussi à l'international. C'est-à-dire des avocats ivoiriens de très grands renommés qui font partie de ce collectif d'avocats-là, international, qui travaillent avec nous, qui sont sur ces dossiers-là, pour nous aider à mettre fin au règne de Ouattara sur la Côte d'Ivoire. Et nous travaillons également avec des diplomates de haut niveau. Et là, comme je l'ai dit dans les deux précédentes vidéos, je vous l'ai dit, grâce à ces diplomates et à ces avocats-là, nous avons pu obtenir beaucoup de choses déjà. Je le répète pour ceux qui ne le savaient pas, nous avons pu obtenir la libération des militaires qui étaient tenus en prison. Voilà. Qui étaient tenus en prison par le régime Ouattara. Donc c'est grâce à leur diplomatie que d'abord même par leur diplomatie que le président Laurent Gbagbo a été libéré. Hein. Sinon vous savez qu'il était parti pour rester là-bas jusqu'à mourir. Mais c'est grâce à cette diplomatie que Gbagbo a été libéré. C'est grâce à cette diplomatie également que les militaires ont été libérés. Grâce à cette diplomatie,
nous avons pu obtenir gain de cause. Même grâce à cette diplomatie, au Sénégal, les Sonko et autres là ont été libérés jusqu'à ce que Diomaye Faye soit président aujourd'hui et que Sonko soit premier ministre. C'est la même diplomatie là, c'est les mêmes personnes. Celles qui sont avec nous, c'est elles qui ont fait tout ça. Les mêmes personnes là, les mêmes diplomates, les mêmes avocats sont encore avec nous. Ils ont pu contraindre Emmanuel Macron d'accepter que le nom de Babou soit réinscrit sur la liste électorale. Donc, que Emmanuel Macron donne l'ordre à son valet qui est ici là, il va s'exécuter. Voilà, c'est ce que nous attendons. Et cette même diplomatie a pu permettre également que dans le domaine économique là, qu'on puisse obtenir beaucoup de choses pour les paysans, les agriculteurs. Non, on a pu obtenir des machines agricoles pour les agriculteurs. On a pu obtenir des engrais également pour raffermir, restaurer les sols pour ces agriculteurs. Mais malheureusement, le régime en place ne veut pas nous laisser venir avec ça. Ils veulent qu'on les associe. Et nous, on ne veut pas. Parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent ça pour faire de la publicité pour les RHDP. On a pu obtenir également beaucoup d'argent pour aider les entrepreneurs ivoiriens et ceux qui ont des projets et qui sont en manque de moyens pour les réaliser. Mais là encore, le même régime RDR refuse que l'argent entre. Le même régime RDR refuse que l'argent entre pour nous permettre de réaliser les projets des gens. C'est-à-dire, en d'autres termes, comprenez que le régime RDR là, il veut qu'on soit toujours pauvre pour continuer de les tendre la main. Voilà, là, ça les permet de nous manipuler. Mais nous, on refuse cela. Donc, on a refusé. Tant qu'ils sont là, ce qu'on a acquis là, ça va rester là où c'est. Quand ils vont partir là, on va faire rentrer pour le bonheur des Ivoiriens. On a pu obtenir également la signature d'une convention d'énergie solaire. Donc, en Côte d'Ivoire, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, nous allons installer des panneaux solaires de très grande capacité pour que les Ivoiriens et les Ivoiriennes soient éclairés gratuitement. Le solaire, on ne le paye pas. Voilà, les installations il y a déjà le financement pour les réaliser. Voilà. Le projet d'énergie solaire, il est déjà signé, la convention est signée. Donc, on attend le moment opportun pour commencer l'installation. Mais déjà, par rapport à ce projet d'énergie solaire, sachez que nous avons un des représentants, voilà, qui est actuellement en Côte d'Ivoire, qui est en train de sillonner quelques régions juste pour des études techniques. Voilà. Donc, pour essayer de garder un peu son nom, parce que le régime en place là, c'est un régime de prédateurs. Je ne vais pas peut-être dire son nom, mais il est actuellement en Côte d'Ivoire. Il va sillonner quelques régions. Il a une semaine à passer ici en Côte d'Ivoire. Il va faire les études techniques qu'il a à faire. Voilà, qu'il a à faire. Dès qu'il finit ça, il retourne en France. Il retourne en France et puis après, voilà, on commence le projet d'énergie solaire. Donc voici, c'est grâce à cette diplomatie qu'on a obtenu cela. Il y a encore beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Mais pour le moment, je m'arrête là. Mais juste pour vous dire que nous sommes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes Ivoiriens et Ivoiriennes, de souche pure. Et nous nous sommes mis ensemble pour libérer notre pays. Nous avons sollicité l'aide d'avocats internationaux et de diplomates de haut niveau. Et jusqu'à présent, tout marche très bien. Et nous sommes en train d'aller petit à petit vers le but que nous recherchons. Donc, tout ce que nous vous demandons, c'est de signer la pétition. C'est tout ce qu'eux nous demandent là-bas. Le dossier est propre, le dossier est bon, c'est déjà vraiment un dossier en béton pour mettre fin à ce régime dictatorial-là en Côte d'Ivoire. Mais ils veulent s'assurer qu'il y a un grand nombre d'Ivoiriens qui pensent comme nous, qui désirent comme nous, qui aspirent à la liberté comme nous. C'est pour ça qu'ils ont demandé cette pétition. Donc, encore une fois, je vous prie, signez en grand nombre cette pétition. Signez-la en grand nombre. Partagez-la autour de vous. Partagez-la à vos connaissances, à vos amis. Partagez-la et faites-la signer. Et vous verrez que dans la pétition, on a demandé la modique somme de 2 € ou de $2 ou de 1000 francs CFA
par signataire. C'est cette modique somme-là, c'est pour nous aider à payer les honoraires des avocats qui sont en train de travailler avec nous. Les autres fois, là, ils ont travaillé pour nous gratuitement. Mais cette fois-ci, pour ce dossier-là, ils ont dit, ils vont le faire, mais il faut que nous nous payons les honoraires. C'est ce qu'ils ont dit. Ils vont le faire, mais il faut que nous payions les honoraires. C'est pourquoi nous vous sollicitons, nous demandons que par personne, ne serait-ce que 1000 francs, ou bien 2 euros, ou 2 dollars minimum. Celui qui peut payer plus que ça, 500 000, 1 million, 2 millions, 10 millions, même 100 millions, c'est bienvenu aussi. Dans tous les cas, les noms sont marqués. Tous les paiements que je reçois là, j'envoie un accusé de réception. J'envoie un accusé de réception à la personne pour dire que j'ai reçu. Et son nom est marqué avec son contrat téléphonique, le montant qu'il a payé et la date à laquelle il a payé. Parce que tout cela va figurer dans le document que nous allons remettre aux avocats et aux diplomates. Que nous on a appelé le livre d'or. Pardon, le livre blanc. Voilà. Nous on a appelé ça le livre blanc. Donc, tous ceux qui signent la pétition, leurs noms figureront. Ceux qui signent et qui payent également, leurs noms figureront. Ceux qui signent et qui n'ont pas eu d'argent payé aussi, leurs noms figureront. Mais nous vous demandons vraiment de nous aider en payant. De nous aider en payant afin que nous puissions faire face aux honoraires des avocats. Et je voudrais profiter à ce niveau-là pour remercier déjà Abin Gourou. Oui, Abin Gourou, merci beaucoup. Abin Gourou, merci à vous. Parce que déjà, pour cette pétition-là, nous avons pu recueillir 300 signatures venues d'Abin Gourou. Donc, vous voyez, aujourd'hui, je suis à l'aise de parler, je suis content parce que là, celui qui ne croyait pas là, ou bien celui qui ne croit pas, il n'aura qu'à mordre son doigt. Et ce que j'ai dit, ce n'est pas n'importe qui à Abin Gourou qui a signé, hein. Ce sont des notables et des chefs. Le roi, les chefs, les notables qui ont signé. Et chacun a payé 1000 francs. Ils sont 300, ça fait 300 000 francs. C'est pourquoi déjà, je félicite celui qui est allé faire ce gros travail pour nous à Abin Gourou. Oui, et c'est chez les jumeaux de notre présidente. C'est chez les jumeaux, c'est son époux qu'on appelle jumeau. Son époux vient d'Abin Gourou. Donc, déjà, du côté de l'époux de notre présidente, de l'époux de notre présidente là-bas, la chefferie, la royauté, la chefferie, la notabilité, ils se sont réunis, ils ont signé. Ça fait 300 personnes et chaque personne a payé 1000 francs. Ça fait 300 000 francs. Et qu'on a déjà fait partir déjà en Europe là-bas. Je les remercie pour ça. Je remercie également déjà ceux de Boaké. Les gens de Boaké m'ont fait parvenir aussi leur liste. Je remercie également les gens de Gagnoa. J'espère que je n'ai pas oublié un. Gagnoa également m'a fait parvenir déjà une liste. Et qui d'autre encore que je n'ai pas encore cité. Voilà. Les gens, bon, côté de Bassam également. Bassam, Azureti, Mondoukou, et Modeste, Vitré 1, Vitré 2, en fait, tout cela, vraiment, merci à vous. Merci à vous qui avez compris notre combat et qui êtes en train qui est en train de lutter pour ça. Je remercie encore une fois Boaké, parce que Boaké, ils ont envoyé une première liste, mais ils disent qu'ils sont en train de préparer encore une seconde liste qu'ils vont m'envoyer. Voilà. Mais voilà, merci aussi à Dabou, voilà. Dabou, faut pas que j'oublie Dabou. Merci également à Dabou. Merci à Dabou. Et ce matin, une bonne nouvelle, c'est que ce matin, Bondoukou aussi m'a appelé. Les gens de Bondoukou m'ont appelé. Ils sont aussi en train de remplir pour eux. Donc, c'est pour dire que la pétition est en train de prendre tout le territoire national. Ceux qui ne croyaient pas là, ne croyaient pas. Nous là, on avance petit à petit. Nous, on avance petit à petit. Et moi-même, j'aime quand vous ne croyez pas. Voilà, j'aime quand vous ne croyez pas. Mais nous, on avance. Donc, les gens sont en train de signer et ils nous font parvenir les fiches qu'on envoie en Europe. Ceux qui ont les moyens, ils payent. Il y en a qui payent plus que 1000 francs. Je profite pour remercier cette sœur-là, Estelle Yapi, je ne la connais pas. Bon, c'est sur les réseaux sociaux comme cela. Elle a vu ce que j'ai fait. Et puis bon, depuis les États-Unis, elle m'a fait venir $100. $100 américains. Donc vraiment, merci à toi, Estelle Yapi. Estelle Yapi, merci.
Merci également aussi merci Estelle Yapi pour les $100 que tu m'as envoyé. Merci aussi aux camarades qui sont en Europe. Il y a un qui m'a envoyé 30 € et autres. Bon, je vais garder son nom parce que les gens de l'Europe, là, c'est les crânes brûlés là-bas. En Europe, là, ils sont des crânes brûlés. Donc, lui, je le protège. Et merci surtout à Jérôme Rodriguez. Jérôme Rodriguez, c'est le patron des Gilets jaunes en France. Mais il n'est pas ivoirien, mais il a vu la lutte que nous menons. Il a vu le dossier et il a vu que c'est quelque chose qui mérite d'être soutenu. Alors, Jérôme Rodriguez, le patron des Gilets jaunes, a décidé de payer lui seul 10% des honoraires que les avocats ont demandé. 10% des honoraires. C'est-à-dire, je ne connais pas encore le montant exact, mais je sais que c'est au-delà de 200 millions. Disons même, bon, je donne un montant banal, disons c'est 1 million. Donc, si les honoraires des avocats, parce que c'est un collectif d'avocats, si les honoraires des avocats s'élèvent à 250 millions, lui, Jérôme Rodriguez, le patron des Gilets jaunes, a décidé de payer 25 millions lui seul. Si les 250 millions, 25 millions lui seul. Donc, vous voyez, quelqu'un qui n'est même pas de la Côte d'Ivoire, qui a vu ce qu'on endure ici à cause du régime despotique du RDR, et qui a vu la lutte que nous on mène pour libérer le pays. Il a vu aussi les diplomates de haut niveau qui sont derrière nous. Il a vu également les avocats très compétents, internationaux qui sont derrière nous. Il dit à vous là, vraiment, je vais vous soutenir. Je décide de payer 10% de l'honoraire, des honoraires des avocats. Et en dehors de lui, il y a d'autres personnes qui ont décidé aussi de payer certains 50 millions, d'autres 1 million, 2 millions, voilà, tout ça. Donc, vraiment, je leur dis merci à l'avance. Merci à l'avance. Maintenant, vous qui êtes de la Côte d'Ivoire, vous-même là, vous-même qu'on veut sortir de cet enfer. Bon, à moins que vous ne soyez pas dans un enfer. En tout cas, moi, je suis dans un enfer. Moi, les conditions actuelles dans lesquelles nous vivons en Côte d'Ivoire, là, moi, je ne les accepte pas. Je ne les accepte pas, je ne les approuve pas, je ne les supporte pas. Quand je vais chez moi au nord, là, je vois comment mes parents souffrent. Et c'est dans cette souffrance que le régime RDR veut les maintenir pour continuer de les manipuler, continuer de leur donner des miettes pour qu'ils les soutiennent. Donc moi je refuse cela. Je dis non à cela. C'est pourquoi vous les Ivoiriens et les Ivoiriennes, vous voyez que des gens qui ne sont même pas de notre pays ont vu l'importance de notre lutte et ils ont décidé de nous aider. Maintenant, vous ne voulez pas nous aider. Il y en a qui croient en notre combat, qui signent et qui payent. Bon, et qui payent, je les remercie. Il y en a qui payent plus que les 1000 francs demandés. Je les remercie pour cela. Par contre, il y en a qui ont envie de payer, mais qui n'ont pas les moyens financiers de le payer. Ce n'est pas grave, signez. Si vous n'avez pas, si honnêtement, vous n'avez pas les moyens financiers de nous aider, signez quand même la pétition. On veut qu'elle soit signée en très grand nombre. Mais si vous avez les moyens, aidez-nous afin que nous puissions payer les honoraires des avocats. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vais vous demander parce que il y va de la libération de la Côte d'Ivoire. Il y va de la restauration de la dignité ivoirienne. Il y va de la mise en état de nuit du régime RDR là, Ouattara et son groupe. Et même ils savent qu'ils doivent partir. Ils savent qu'ils vont partir. Ils savent que c'est fini pour eux. Mais malheureusement, ils s'entêtent et ils vous font croire qu'ils sont là encore. Mais c'est fini pour eux. C'est fini pour eux. Donc vraiment, je dis merci. Merci à tous ceux qui ont déjà signé les pétitions. Partagez-les encore en grand nombre autour de vous. Encouragez les gens à la signer. Et encouragez aussi à nous aider financièrement pour les honoraires des avocats. Et merci déjà à ceux qui nous soutiennent, que ce soit en Côte d'Ivoire comme hors de Côte d'Ivoire. Merci déjà à tous ceux qui font circuler la pétition dans les différentes régions du pays. En tout cas, merci à tous ceux-là. Donc, sur ce, je vais vous dire merci d'avoir passé ce temps avec moi. Aujourd'hui, vraiment, ça a été long. La vidéo a été longue parce qu'il fallait que je montre certaines choses aux gens du RDR. Ceux qui célèbrent pour eux aujourd'hui l'instauration de la démocratie en Côte d'Ivoire là. Il fallait que je leur montre que au lieu d'instauration, c'est plutôt l'assassinat de la démocratie. Ils ont tué la démocratie, ils ont retardé la Côte d'Ivoire de plusieurs années en arrière.
Abidjan n'est pas la Côte d'Ivoire. Le simple fait de faire des travaux en Côte d'Ivoire ne veut pas dire que... Le simple fait de faire des travaux à Abidjan ne veut pas dire que vous travaillez en Côte d'Ivoire. Celui qui veut là, qui vient, moi je vais le conduire chez moi, à Dabakala. En dehors de Dabakala, le conduit même dans certaines zones, certaines autres villes, localités du nord. Et ils vont me dire s'il y a eu un changement ou pas, depuis que Ouattara est là. Ça ne sert à rien d'exécuter des travaux que Bédié et Babou avaient déjà prévus à Abidjan ou bien en Côte d'Ivoire et puis dire que vous travaillez. De toute façon, c'est vous qui les avez empêchés de travailler. C'est normal que vous fassiez le travail qu'ils devaient faire avant de partir. Parce que c'est vous qui les avez empêchés. Si vous les avez empêchés, donc faites et puis vous allez partir. Donc vraiment, merci encore une fois. Et merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir passé, c'est presque 1h30 à 2h à m'écouter. Et signez la pétition. Faites-la signer en grand nombre. Et encourager les gens à payer aussi les cotisations afin que nous puissions faire face aux honoraires là, aux honoraires des avocats. Merci, merci, merci encore une fois. Partagez cette vidéo dans tous les groupes possibles. Partagez-la dans tous les groupes possibles. Partagez-la dans les groupes WhatsApp, dans les groupes Messengers, dans les groupes, comment je vais dire ça même, Instagram, dans les groupes Telegram et autres. Donc, ensemble, nous allons continuer le combat. Ensemble, nous allons le gagner. Ensemble, nous allons chasser Dramane Ouattara et ses suiveurs hors de la Côte d'Ivoire. Ensemble, nous allons récupérer notre pays. Et ensemble, nous allons travailler à le relever, à relever l'image de la Côte d'Ivoire à l'international, à relever l'image des Ivoiriens et des Ivoiriennes à l'international. Avant, quand un Ivoirien arrive quelque part, à cause de son niveau intellectuel, ou même grâce à son niveau intellectuel, il était très respecté. Mais aujourd'hui, là, depuis que Dramane Ouattara est là, des gens qui ne sont même pas capables d'écrire leur nom sont aux affaires. Du coup, on n'est plus respecté dehors. Donc, aidez-nous à mettre fin à cela. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse les vrais Ivoiriens et les vraies Ivoiriennes qui ont soif de récupérer leur pays comme nous là. Que Dieu nous bénisse abondamment, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne et que Dieu bénisse tous ceux qui nous aident. Dabou, Grand Bassam, Bouaké, Bondoukou, Gagnoa, en tout cas toutes les autres villes qui ont déjà cité, qui ont déjà signé les pétitions, nous envoyer. Que Dieu vous bénisse abondamment là-bas. Que les autres villes aussi, les autres régions en fassent autant. Dieu nous bénisse. Merci beaucoup.